mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Très bon réveil à vous tous. Merci de nous suivre régulièrement sur votre espace Bonjour d'Algérie et surtout dans votre espace Bonjour d'Algérie et surtout, bien sûr, sur la chaîne Canal Algérie. Nous serons ensemble jusqu'à 10 h du matin. Nous aurons le plaisir de parler de la liberté de la presse. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de la liberté de la presse. Nous aurons à cet effet deux journalistes qui sont aussi dans la recherche et qui travaillent, sont enseignantes aussi à l'université, donc la faculté des sciences de l'information et de la communication. Nous aurons le plaisir aussi de débattre avec elles de la liberté d'expression, surtout dans notre pays, que ce soit presse écrite, audiovisuelle, les médias lourds également. Nous aurons aussi le plaisir de retrouver Aïda Mechri dans sa rubrique psychologie. Elle ne sera pas seule aujourd'hui, elle sera avec un jeune auteur qui a écrit un très joli roman, enfin un récit sur l'internement, surtout durant une période bien précisée. Oui, la dépression, nous allons beaucoup en parler ce matin dans notre espace et surtout avec Aïda Mechri. Il sera parmi nous lui aussi pour nous parler de son récit et surtout pourquoi est-il arrivé à parler de cette situation de dépression. Nous aurons également Rahim Abdelaziz, il nous emmènera aussi à la découverte aussi de belles régions, le mont de Twilet et Mekna et également aussi la région de Boussemroun. On fera une belle visite dans cette région stépique. Et puis on aura aussi à parler d'une belle initiative, cette fois-ci dans la région de Béjaïa. Ils sont deux cousins qui ont décidé de monter un très joli projet, toujours dans le domaine touristique. Ils ont travaillé en tout cas avec leurs bras, force de leurs bras, pour ériger une passerelle, en tout cas vous allez voir, qui a drainé énormément de visiteurs dans cette région. Il y a une très belle cascade, vous la reconnaîtrez sûrement, parce que c'est un lieu très visité aujourd'hui. Nous aurons le plaisir de débattre avec eux surtout sur cette belle initiative et aujourd'hui ils sont regroupés en association touristique. Ils nous en diront plus tout à l'heure. On terminera avec bien sûr la pêche et la passion de la pêche à la ligne, des passionnés de pêche. Avec nous, Monsieur Hmeidi qui sera parmi nous. Rappelez-vous, il y a quelques années, nous l'avions reçu et nous parlait de son association. Ça fait déjà 16 ans qu'il a créé cette association. Il viendra nous parler de ce concours qui est prévu le 21 novembre et pour cela, il faudra informer tous les passionnés et surtout tous les adhérents à cette belle association et surtout ce concours. On en parlera tout à l'heure, bien entendu, en détail. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez rester attentifs jusqu'à 10 h du matin en compagnie de toute l'équipe du Bonjour d'Algérie. On va commencer par les météos tout de suite. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Bonjour Amel. Bonjour Amel. Comment ça va? Très bien, merci. C'est chaud encore. Hein? Oui, encore. On va supporter encore aujourd'hui. C'est un automne bien timide en ce moment. Oui, on va dire que c'est les dernières chaleurs, j'espère. Hein. D'accord. On va dire ça. On vous écoute. Très merci, bien. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura un ciel souvent voilé, un nuageux sur les régions de l'ouest qui peuvent occasionner quelques pluies en fin d'après-midi, soirée. Par contre, sur le centre et l'est, eh bien, on aura un ciel partiellement voilé tout au long de la journée. La moitié sud, excepté quelques voiles, le Égard Tassili, le Sahara oriental avec des foyers orageux qui peuvent aussi engendrer quelques pluies. Sur le sud-ouest, eh bien, on aura un ciel aussi voilé tout au long de la journée avec des pluies parfois sous forme d'averses orageuses durant l'après-midi. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent. Des sous-lames de sable, cette fois-ci, vers le Nord-Sahara, les Oasis, le Sahara oriental, l'extrême sud, le Égard et le Tassili. Les températures, quant à elles, eh bien, Météo Algérie a prévu 32 degrés du côté d'Alger, Tizi Ouzou également Rolizane, 25 Oran, 23 à Tlemcen, dans le Beyod, 30 degrés à Annaba, 27 Constantine, 24 Djelfa, également Batna, au sud 29 degrés Gardaïa Béchar, 30 à Biskra, 32 Tamanrasset, Janet, 28 à Tindouf, 36 degrés à Insalah et enfin 40 degrés Bodj, Bedjimoukhtar et Ingzem. La mer, aujourd'hui, eh bien, on aura une mer plutôt peu agitée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières avec des vents qui vont souffler entre 20 et 30 km/h sur les côtes centre et est et 30 à 40 km/h sur les côtes ouest. Et on termine ce bulletin avec l'éphéméride pour aujourd'hui. Eh bien, le soleil se couchera vers 18 h 02 et pour davantage d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Voilà, de retour. Merci beaucoup, Amel. Vous avez entendu la musique du sommaire? Elle a un fou rire. Je ne l'ai pas bien entendu, non.
Bon, elle était peut-être toute petite, peut-être basse, on Oui. va dire. Basse. J'ai pas entendu. Mais en tout cas, c'est la chanson de Petit Moh et Juan Carmona, un choix de notre ami Yazid Ait Mahidine. En tout cas, on va tout de suite apprécier une belle chanson. On va vous laisser Avec repartir plaisir. avec une chanson. C'est donc Maryam Ben Allel qui chante Sultana. On se retrouve juste après. Voilà, de retour sur le plateau, j'espère que vous avez apprécié cette belle voix de Maryam Ben Allel. On va accueillir comme il se doit notre amie Haïda, comme chaque jeudi matin. Vous avez coutume de la retrouver. Nous aussi, on est très contents de la retrouver. Bonjour Haïda. Bonjour Amel. Comment ça va? Très bien. Alors Très aujourd'hui, contente. une rubrique assez particulière, en compagnie d'un invité C'est qui a merveilleux. décidé donc d'écrire sur un thème qui touche aussi des thèmes de psychologie. Tout à fait. Moi, je suis là pour partager avec vous le plaisir de lire ce livre. Voilà, en tout cas un livre qui m'a vraiment accroché. C'est Fatah Boumehdi qui est avec nous. Bonjour Fatah. Bonjour à vous, Amal. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Là, c'est le mec. Alors, on a déjà eu l'occasion de vous recevoir. C'était sur les plateaux donc, du SILA. Exactement. C'était en 2019, tout à Ouais. fait. Vous étiez passé avec Radia pour un premier roman déjà. Vous aviez commencé très tôt hein, l'écriture. À l'âge de 20 ans, 21 Ouais, ans. ouais. Alors, le premier, c'était Avec toi, je perds mes repères. Exactement. Ça touche toujours autour donc, des questions que peuvent se poser les adolescents, les jeunes. Non, Pas vraiment. pas vraiment. Ça Mhm. touche tous les âges. Tous les âges. Vu que le premier, j'ai parlé des pervers narcissiques. Oui, tout Et à donc, fait. les pervers narcissiques, ça touche pas que les adolescents, voire ça touche même pas les adolescents, ça touche les adultes. Mais en tout cas, il y a beaucoup de jeunes qui se reconnaissent dans votre écriture, dans votre roman, Oui, dans vos romans. oui et non. Mhm. Oui et non. On va dire, j'ai
un public assez âgé. Mhm. Donc, Vous l'avez constaté? oui, lors de mes ventes dédicaces, D'accord. aussi là, Très bien. il y avait toutes les tranches d'âge. Très bien. Alors là, vous avez touché à un autre sujet encore sensible, celui-ci, celui de la dépression. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un sujet, en fait, on n'en parle pas beaucoup de la dépression. On a tendance à trop prendre à la légère cette maladie, alors que non, la dépression tue parfois. Et Et c'est un réel Mal-être. mal-être et c'est une réelle souffrance intérieure. Et beaucoup de personnes dans la société, ils le disent pas par honte ou par peur, je ne sais pas. Voilà, Donc, Aïda va nous en dire un peu plus. C'est vrai que la dépression, c'est courant, comme aussi très très caché, on ne veut pas trop en parler. Pourquoi? Vous m'invitez à parler de quelque chose qui nous habite tous, parce que vous savez, si on parle aujourd'hui de dépression, probablement qu'on frôle quelque chose qui est dans notre comportement, qui fait partie de la déprime d'emblée. Ces coups de blues, ces moments-là où on lâche prise, une asthénie qui est là, qui bouleverse un tout petit peu notre vécu. Et souvent, on chevauche un tout petit peu le vécu de notre vie à travers les événements de vie, un petit échec, une mauvaise note, conflit conjugal. Il y a beaucoup de choses comme ça qui nous secouent. C'est pas le bonheur absolu. La vie, elle est, Oui. elle est, Elle est faite de tumultes et surtout de bons moments comme de mauvais moments. Tout à fait. Et puis, il y a quelque chose qui s'installe après vers une maladie qui est très définie, qui fait partie du fonctionnement de l'individu, là où la maladie s'installe et elle prend toutes ces émotions dans la souffrance, la tristesse profonde, dans les troubles qui peuvent toucher le corps aussi, des troubles alimentaires, des troubles de sommeil, là où l'individu, il perd un tout petit peu plaisir dans la vie, il ne se projette plus dans cette vie. Et souvent, voilà qu'on parle de ce chevauchement dans la société, ne serait-ce que si aujourd'hui on veut vraiment parler à ses parents, à ses adolescents, à ces gens qui n'ont pas la culture de pouvoir prendre le stylo, écrire, revendiquer, dire un mot, réclamer un soin, bouger un professionnel. Toutes ces personnes, probablement qu'ils ont besoin justement de faire la part des choses pour qu'on puisse parler de ce qui peut nous habiter et reste normal, une déprime comme ça qui nous habite. Et permet à notre auteur d'écrire et de donner quelque chose. Justement, Fatah mais aussi... a fait une immersion dans un hôpital psychiatrique. Oui. Drit Hossein, Oui. plus exactement. Oui. Vous avez donc fait aussi une analyse. Vous avez donc parlé donc de la situation d'une personne qui est en dépression, qui est internée aussi, qui est dans un hôpital psychiatrique. C'était son dernier jour d'hospitalisation Voilà. et le personnage principal, Assil. Assil, l'authentique, raconte les personnages qu'il a rencontrés et il s'est rendu compte que, en fait, non, ce ne sont pas des fous, ce sont seulement des personnes incomprises et elles ont besoin d'attention, pardon, et beaucoup d'affection, de compréhension. Voilà. Et comment est-ce que vous êtes arrivé à toucher à ce sujet aussi sensible? Est-ce que justement dans votre entourage, les adolescents, vous pensez que ce sont des adolescents peut-être incompris aujourd'hui, qui ont des difficultés? Il y a certaines difficultés, mais je n'irai pas à dire que beaucoup d'adolescents sont atteints de dépression. Non, on a tous des moments de déprime, de coups de blues. Ça dure maximum 1 semaine, 2 semaines. Mais la dépression, c'est bien plus profond que ça. C'est vrai que alors, ça peut être léger, on peut s'en sortir tout seul, et quelquefois c'est un peu plus profond, et là on fait appel à des professionnels. Tout à fait. Les professionnels, si je vous invite un tout petit peu à voir cette catégorie de personnes, on peut parler des bipolaires, là où il y a les dépressions, les maniaco-dépressives, des épisodes, là où il y a des moments comme ça. Il y a les postnatales aussi, chez les mamans qui accouchent. Il y a peut-être des périodes là où c'est un peu compliqué. Il y a aussi des dépressions qui sont liées à la saison. Donc le changement de climat avec le soleil, tout ça, il y a quelque chose qu'ils peuvent vivre dans leur corps. Et voilà que la science probablement nous invite à voir comment on peut vraiment voir cette richesse émotionnelle dans laquelle un adolescent peut vivre ces changements qui font partie un tout petit peu de ce qu'il peut vivre. Moi, ce que je pourrais
accrocher à cette parole, c'est de dire, ben, vous savez, le travail psychique, il y a quelque chose quand même qui est dans l'élaboration chez chacun de nous, qu'on appelle probablement la crise de l'adolescence. C'est cette richesse qui donne le nouvel cap, c'est une nouvelle ouverture, c'est quelque chose qui donne l'identité. Mais voilà que on a appris dans la vie que l'adolescence, c'est comme un passage, là où le jeune découvre tout ce monde émotionnel dans la richesse de l'amour et de la haine, cette vie sexuelle aussi, ces liens, cette découverte aussi, c'est l'attachement aussi, la séparation. Il y a beaucoup de choses quand même qui étaient le garçon ou la fille chuchotée par les parents, du jour au lendemain, il découvre un autre monde, l'attachement à une personne très chère, et après le travail de deuil vient secouer un tout petit peu ce vécu. Vous savez, ça reste une histoire très personnelle. Et voilà comment on peut protéger nos enfants de ça. Oui. Voilà. Alors c'est vrai que ça touche à tous les âges. Hein. On a la dépression donc des adolescents, on a la dépression aussi de la quarantaine. De la quarantaine. Et c'est donc celle-ci que vous avez donc ciblée, celle de la quarantaine. C'est la plus dure, je pense. Oui. Parce que l'adolescence arrive à se reconstruire. Voilà. Et en fait, la crise d'adolescence, la dépression de l'adolescence, c'est comme un stage pratique de la vie. Ouais. C'est comme une formation. On se prend des coups, ensuite on est prêt pour affronter la vie. Mais à 40 ans, après 40 années de vécu, c'est dur de se poser certaines questions, de se remettre en question, faire un bilan de ces 40 ans. Et on est toujours jugé, on a le regard des autres. Jugé, incompris toujours, c'est l'incompréhension des gens. Voilà. Changement de cap dans la vie aussi. Moi, il m'invite comme ça à voir la quarantaine, mais vous projetez sur qui, étant donné que vous n'avez pas 40 ans? Oui, c'est ce qu'on se disait justement. C'est quel personnage qui vous a secoué pour pouvoir parler de ça? Franchement, c'était mon imagination. D'accord, oui. Puis c'est sans prétention, mais je pense que j'écris avec mes yeux. La sensibilité. Vous observez reste, la société. Voilà, la sensibilité reste, on va dire, mon encre. Donc j'essaie, j'analyse, j'observe et puis j'écris. Alors, il faut rappeler que Fatah est tout jeune. Hein. Il a fait donc des études d'avocat. Il est donc diplômé donc d'université. Voilà. Et puis, vous travaillez en ce moment à la radio Chaîne 3. Voilà. Journaliste à la radio Chaîne 3. Vous touchez un petit peu aux mots de la société. Oui. Vous êtes journaliste. Rubrique Société. Voilà, rubrique Société. Et vous avez été interpellé par justement ce mal-être de la société, de la quarantaine par exemple. Mais c'est vrai qu'il existe aussi le mal-être des 70 ans. Ça aussi, c'est un thème qu'on aura à relever un de ces jours, Aïda. Oui, tout à fait. Moi, ce qui m'intéresse à dire aujourd'hui, c'est que personne n'est à l'abri. Vous savez, on a beau à se protéger, à dire qu'on est fort faible, qu'on n'a pas l'étayage qu'il faut, qu'on n'a pas les moyens pour pouvoir vivre, mais ça ne veut rien dire. Il y a des moments, des passages dans la vie où on croise quelque chose comme ça qui nous fait sombrer dans des émotions qui sont très très profondes, une souffrance intense, une asthénie, un cancer des émotions, si on peut le nommer comme ça. C'est une maladie qui croque et qui... Je l'ai même écrit, j'ai écrit c'est le cancer de l'âme, on peut l'avoir à n'importe quel âge. C'est vrai, c'est le cancer de l'âme. Il l'a tellement bien décrit qu'on a l'impression que c'est lui qui a vécu cela. On a l'impression aussi que tout l'entourage qu'il décrit au niveau de l'hôpital Drit Hossein, il les connaît bien. Alors, vous m'avez raconté que vous aviez fait une immersion carrément dans cet hôpital. Vous avez rencontré un professeur qui a posé, vous avez posé des questions. J'ai demandé à visiter, j'ai posé des questions et j'ai été très touché et attristé. Je sais pas, il y avait, je me souviens, il y avait une femme d'une quarantaine d'années aussi, sur un banc. C'est celle-ci que vous racontez? Regard vide. C'est ça, dit? Oui, regard vide. Ça m'a vraiment touché. Et vous avez voulu écrire justement sur ces personnes. Alors avec beaucoup de simplicité, beaucoup de détails aussi, hein, la simplicité, mais aussi des détails sur la vie, sur leur quotidien au jour le jour dans cet hôpital psychiatrique. Et vous racontez à chaque fois, même l'heure donc de départ était avec une précision incroyable. 21h43, 8h40. Tout ça, c'est des détails que vous aimez, avec lesquels vous aimez vous démarquer. Pourquoi? Je sais pas. Je peux pas expliquer ça parce que j'aime bien les détails, j'aime bien donner l'heure exacte, ce qui se passe, ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qu'on mange, ce qu'on ne mange pas. C'est important les détails. Voilà, Malek
l'amoureux aussi des plantes, Ah oui, l'intelligent, qui a été incompris par ses parents. par ses parents. Tessie Hadid, elle a été victime de misogynie, elle a été déçue par ses frères et son mari. On a El Johab qui a été Exceptionnel. exceptionnelle et elle a vécu une vie assez Ouais. terrible. Et puis bien sûr, il y a eu donc, vous touchez un petit peu à tous ces maux de la société en même temps. Oui. Alors tous les cas donc, qui sont vécus par les individus à différents âges et surtout selon leur classe sociale aussi, bien entendu. Leur classe sociale, et il y a toujours un petit déclic. Oui, un petit déclic. C'est ce qui provoque la dépression. Donc j'ai essayé de donner à chaque personnage un déclic. Oui. Et puis bien entendu, il y a aussi le passage à l'acte. Le suicide. Ça aussi, il évoque aussi à chaque fois un pas comme ça, donc dans l'état d'âme donc de la personne. Et là encore une fois, c'est arriver au suicide, c'est encore très délicat, très dangereux aussi pour. Moi, il me demander de semble. lire, peut-être, Oui, un morceau. il me semble si c'est la partie tabou, là où on n'ose pas trop parler, là où on hésite un tout petit peu, parce que vous savez, notre écrivain, il nous invite à voir de près les petits détails, mais aussi les pulsions, les sentiments, ces émotions qui habitent les individus. Il est curieux de découvrir un peu ce monde interne dans lequel chacun de nous signe à sa manière. Aujourd'hui, il a trouvé la plume pour pouvoir l'écrire. Il y en a d'autres qui le dessinent, qui n'ont pas la richesse linguistique. Il y en a d'autres probablement qui le mettent sur scène à travers un jeu de rôle ou un personnage dans l'interprétation. On a beaucoup connu ces comédiens qui jouent merveilleusement bien des grands personnages dans des films ou des pièces de théâtre. Mais vous savez, si on revoit un tout petit peu les choses pour ramasser, je dirais, on peut croiser des moments comme ça. C'est intéressant de pouvoir avoir la patience d'écouter ces gens, parce que probablement le déclic thérapeutique, là où on pourra les soutenir, les aider, eux, il leur semble que c'est la fin du monde. Ils ne pourront jamais faire ce chemin seuls, que c'est les derniers moments là où ils pourront retrouver une nouvelle vie, une nouvelle page, une nouvelle identité. Probablement cette manière de s'arrêter juste pour leur offrir cette écoute très positive dans laquelle on peut les renforcer dans leur position, va les ressourcer et leur donner la force de pouvoir rebondir. Je pense que grâce à votre livre aussi, il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître, beaucoup de personnes aussi qui vont se poser aussi beaucoup de questions. Ils vont se poser beaucoup de questions et je pense que ça va les aider. Parce que vers la fin, il y a un chapitre que j'ai nommé « Le voyage de la réconciliation ». Donc en cas de sévère dépression, je pense qu'il faut prendre un petit peu de temps pour soi, de s'isoler et de réfléchir et de se parler, de reprendre contact avec son âme. Il faut toujours se parler, pas trop. Il faudra faire attention. Alors il y a même Joha qui elle est une personne formidable, qui accueille, infirmière, qui est extraordinaire, qui est toute pleine de bonnes intentions, des délicatesses envers donc les patients, envers Assil notamment. Vous racontez bien sûr son histoire. Elle aussi vient d'une histoire assez extraordinaire. Elle a l'avantage, en fait, elle s'est reconstruite. Elle s'est reconstruite et elle avait un fort caractère. Elle a un fort caractère et elle adore Dalida. Elle aime Amar Zahi, elle aime Dalida, c'est ma vie. Voilà, ma vie. Alors on va peut-être écouter et en même temps vous allez nous lire quelque chose. Oui. Un petit passage vraiment court. De Johab. Pourquoi pas. Ouais. Sauf si vous voulez autre chose. Sinon vous voulez autre chose. J'aime bien le début. Oui, allez-y le début. Alors je m'appelle Assil, l'authentique. Nous sommes au mois de septembre, il est 8h40. Je viens tout juste de me réveiller, je vois flou, mes oreilles bourdonnent et ma cervelle me semble être en compote. J'ai pris l'habitude de me réveiller le matin dans cet état à cause des antidépresseurs et des anxiolytiques que je consomme depuis 8 mois et une semaine très exactement. J'occupe la chambre 36 de l'établissement d'Aït Hossein situé à Alger, spécialisé en psychiatrie. Alger, cette ville sainte le jour et tourmentée la nuit. C'est mon dernier jour d'hospitalisation, cela me paraît étrange. Beaucoup de choses vont me manquer ici, mais j'espère ne plus y revenir, ça paraît paradoxal, mais c'est ainsi. 8 mois et 7 jours, c'est vite. Mais ce fut lent, très lent. Les murs de cet hôpital m'ont vu dans tous mes états. Cet endroit, je l'aime de loin, mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'a ramené ici? J'étalerai la cause de mon hospitalisation plus tard. Pour le moment, j'ai envie de vous parler de mon affection pour cet endroit, si mal jugé et tant méprisé,
mais pas que. Les hôpitaux psychiatriques ont mauvaise réputation partout dans le monde. C'est vrai, c'est vrai. Et là, vous racontez un petit peu toute ce mal-être, donc de ces individus en même temps. Vous êtes aussi très, très passionné, on le sent, par ce monde, donc de la psychiatrie, puisque vous racontez psychologie, aussi, j'aime bien. Voilà, vous racontez un petit peu les détails de ces hôpitaux, les délégués médicaux quand ils viennent voir les professeurs, etc. Donc tous les détails, on les sent. Je lui ai même posé la question, je dis, est-ce que vous avez vos parents qui travaillent ou comment est-ce que vous avez fait pour connaître tous ces détails? Oui. Je me documente beaucoup et je pense que je découvre que je suis passionnée par la psychologie. Là, je découvre. Voilà. Eh bien, vous avez une psychologue avec vous. Alors, est-ce que vous pensez que travailler sur des tels thèmes peuvent aussi aider les personnes en difficulté de se reconnaître à travers un récit? L'écriture, elle est connue déjà d'emblée comme un outil thérapeutique. Absolument, voilà. Mais aussi, permettez-moi aussi de faire un clin d'œil à tous ces écrivains qui ont leur monde interne. Vous savez, un écrivain, quand il apporte c'est comme un artiste. Ah ben, c'est la créativité, il y a cette le force choix des mots. Absolument, absolument. Mais vous savez, un écrivain, il faut l'accompagner soigneusement. Ce sont les gens qui souffrent énormément et qui cherchent vraiment un cadre adéquat pour pouvoir vraiment mettre au monde leurs bébés qui sont des chefs-d'œuvre, des œuvres comme ça, là où ils mettent le plus profond d'eux-mêmes dans leurs émotions. Et ça, c'est pas rien du tout. Et probablement, vous savez, c'est l'accompagnement des parents. Faites attention, parents, si vous avez un enfant qui est doué, qui a la compétence de pouvoir vous donner ces émotions de l'intérieur. Moi, il me semble qu'il faut les accompagner soigneusement et les aider. Les parents donc, de Fatah parmi nous ce matin. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir. Merci beaucoup. On va laisser repartir Aïda. Je sais qu'elle a un rendez-vous à la radio. Vous aussi, vous travaillez d'ailleurs. On vous dit bonne chance pour ce deuxième récit, n'est-ce pas? Donc, Chambre 36, on a pu voir le livre Chambre 36. C'est aux éditions El Ibriz, une formidable personne qui travaille, Samira Bendriss, qui édite, qui est formidable quand elle a donné la chance à beaucoup d'auteurs et de jeunes auteurs. En tout cas, bonne chance à vous. Et puis, on dit que vous serez à la librairie du Tiers-Monde ce samedi à 14h pour une vente dédicace. Exactement. Pour retrouver votre public. Oui. Voilà. Merci. Merci à vous. Tout est dit. À très bientôt. Aïda, merci beaucoup. Avec plaisir, merci bien. À jeudi prochain. En attendant, on vous laisse repartir à la radio. Merci. Voilà. Et on vous laisse en compagnie de Rahim Abdelaziz qu'on va retrouver dans un tout petit moment. Il nous fait toujours découvrir une très belle région, cette région stépique, la région de Boussemroun et Ain Warqa, le pistachier de l'Atlas. De nombreux nomades fréquentent cette zone que traversent de nombreux cours d'eau où cheptels, ovins et caprins trouvent aisément des plantes fourragères. On est au pied des monts d'Ersor, au sud-ouest d'Al-Bayr. Il s'agit là d'une région montagneuse où les monts Tenout et Temda culminent à près de 2000 mètres d'altitude. À même les lits des oueds abondent toute une riche végétation. C'est l'ère du pistachier de l'Atlas au Botma. Grand et bel arbre de 20 mètres d'élévation sur 4 mètres de circonférence, le pistachier développe une cime très ample et très touffue. C'est aussi un arbre à feuilles caduques. Le pistachier donne des drupes ovales, globuleuses, de la grosseur d'un pois, d'abord pourpre, devenant bleuâtre à la maturité. Le fruit du pistachier est comestible. Le pistachier de l'Atlas colonise les Dayas au sein de ces hautes plaines stépiques. Son aire s'étend jusqu'au massif rocheux de Temda et Tenout. Cette zone stépique renferme aussi de riches sous-bois. Oued-la-Tchen et ses affluents prennent leur source de cette partie des monts d'Ersor et plus particulièrement des monts de Tenout et Temda.
Ce grand cours d'eau n'a pas enregistré de crue à cause de la sécheresse que connaît cette région d'Ersor. De maigres filets d'eau coulent le long du lit de l'Oued qui en période pluviale se gonfle et ce pour inonder la zone de suite à partir de Oued el-Gharbi. Entre Boussemroun et Ain Warqa, ces massifs dénudés renferment peu de végétation. Des marnes dominent les reliefs de Ain Warqa. Des oliastres peuplent des ravins et des ravines. L'olivier sauvage constitue donc une véritable relique méditerranéenne que l'histoire géologique et la phytogéographie ont engendrée. La végétation est rare et souvent absente des vastes superficies de cette région du sud d'El-Bayed. Cette même zone possède une très grande richesse floristique qui couvre les strates herbacées, arbustives et arborescentes. De nombreux rapaces comme l'aigle royal ou le percnoptère nichent et nidifient au niveau des falaises de ces massifs montagneux d'Ersor. Dans l'écosystème stépique d'El-Bayed, la désertification est un phénomène récurrent. La progression rapide de l'ensablement concerne pratiquement la totalité du territoire de la wilaya d'El-Bayed. Ainsi, l'ensablement menace oasis, terres agricoles et surtout parcours. Ce constat est confirmé par les travaux du Centre national des techniques spatiales. El-Bayed est classé comme étant une zone de très forte sensibilité à la désertification. Enfin, les causes principales de la désertification dans ces zones stépiques d'El-Bayed restent intimement liées au surpâturage, au défrichement et surtout au défrichement et surpâturage, bien sûr, il faudra faire attention. On part donc du pistachier, donc de l'Atlas, on en a déjà parlé avec Rahim Abdelaziz. Aujourd'hui, c'est la suite, il continue à nous en parler. Bonjour Rahim. Bonjour Ahmed. Comment ça va? Ça va, très bien. Alors on a pu voir donc ces individus qui sont vraiment éparpillés dans une zone stépique, vraiment où c'est une région très rocailleuse, aride. C'est une zone aride. Il s'agit de la limite entre les wilayas de Naama et El-Bayed. C'est ça. C'est-à-dire Ain Warqa et Boussemroun. Oui. Et on est à 2000 mètres d'altitude. Que Oued el-Atchan partage. D'accord. À une dizaine de kilomètres, on est à Ain Warqa, à partir du pont qui relie les deux wilayas. Voilà, et on se pose la question, comment est-ce que ces individus éparpillés comme ça ont pu résister, s'ancrer aussi dans cette terre? Des espèces des plus rustiques qui ont la capacité endémiques aussi à l'Algérie. Elles sont endémiques. Au niveau des talwegs, des ravins et ravines, on assiste à la présence, à la prolifération aussi bien du pistachier de l'Atlas que celui des oliastres, l'olivier sauvage. Voilà, et on voit aussi la trace. Avec bien sûr leur cortège floristique, bien sûr, qui est fait la plupart du temps de genévriers de Phénicie. La dernière fois, on avait vu quand même des spécimens assez impressionnants, plus grands, d'une grande envergure. Et la croissance dans ce milieu hostile où l'aridité prime, la croissance de ces feuilles est des plus lentes à cause justement des sécheresses répétées. Tout à fait. Mais là, on a vu quand même des lits d'oued où vraiment il y a des traces impressionnantes. C'est-à-dire quand il y a une crue, c'est vraiment beaucoup d'eau. Oui, l'eau, c'est des espèces qui affectionnent, mine de rien, l'eau. L'eau dont ils
il puise l'eau justement au niveau des talwegs et dans les bordures des lits d'oued comme celui de Oued Lachen. C'est une région escarpée, montagneuse. Il s'agit là des fameux monts d'Irsol, où Temda culmine à plus de 2000 mètres. Voilà, d'altitude. D'altitude. Voilà, c'est impressionnant. Et puis, vous avez voulu aujourd'hui nous emmener dans une autre région pour découvrir encore une fois, voilà, c'est plus pour au nord. Justement étaler au grand jour le contraste du profond sud au nord d'Al-Bayad. On a Jbel Touilt Mekna qui est le deuxième sommet après celui de Ksel. Ksel qui culmine à 2004 mètres d'altitude. On va voir une différence justement dans la végétation. Une différence, malgré son exposition nord, il est situé dans une altitude nord. Celui-ci est dénudé, contrairement à celui de Ksel, qui bénéficie d'une végétation des plus denses. D'accord. Surtout dans les poches. On va voir au cœur des massifs. En images, à travers donc ce reportage que vous avez donc réalisé, le mont de Touilet Mekna. On se retrouve juste après. Au sud-est de Ksel et Stitten s'étendent les monts de Touilet Mekna. Malgré son exposition nord, cette chaîne montagneuse ne renferme qu'une éparse végétation. La zone de Touilt Mekna, relevant de la commune de Boualem, s'étend sur près de 38 000 hectares. Les massifs sont presque dénudés. Ici domine le chêne vert, les genévriers rouges et oxycèdres. D'importants sujets de chêne vert et de genévrier peuplent ces massifs soumis à d'intenses packages. Il existe aussi des plantes médicinales comme l'alpha, l'armoise ou le péganum. Cette région comprend les communes de Boualem, Sidi Omar et Sidi Tifor. Sur le flanc nord des monts Mekna évoluent d'importantes nappes d'armoises champêtres. Les moyennes altitudes favorisent aussi la prolifération de l'alpha, du médigo ou celle du frédolia. Le péganum ou harmel affectionne ravins et ravines. Un petit peu toutes ces espèces et on voit que c'est beaucoup plus verdoyant où la vie est beaucoup plus quand même présente. D'apparence, on a affaire à des massifs montagneux des plus dénudés, mais en réalité, les massifs de Touilt Mekna renferment, mine de rien, toute une végétation aussi riche que variée. Exactement. Vous avez pu faire justement un constat, un échantillonnage de toutes ces espèces présentes sur ce site-là. On a pu voir donc l'armoise qu'on appelle chih, vous m'avez dit. Le péganum, le harmel et d'autres plantes médicinales. Herbacées. C'est des arbres. Voilà. C'est le cortège floristique qui accompagne surtout le chêne vert et le genévrier de Phénicie et celui, bien sûr, de oxycèdre. Et bien entendu, là aussi, il doit y avoir donc le pâturage et le surpâturage, l'exposition de ces espèces. Malgré son exposition nord, ces massifs sont victimes des activités de l'homme, notamment celles liées au package, qui est pratiqué intensivement et extensivement au niveau de ces monts. Oui, et on a vu les gardes forestiers qui veillent bien sûr à le respect aussi de cet environnement, cette nature aussi si fragile. Ce sont donc des gardes forestiers d'Al-Bayad. D'Al-Bayad.
de Boualem plus précisément. Boualem qui est la daïra dont relèvent les monts de Mekna, Touilt Mekna. Et c'est difficile d'accès? Comment vous avez fait pour y Il y accéder? a des pistes carrossables. D'accord. Vous êtes arrivé justement, en voiture? En 4x4. Oui. Très difficile quand même d'accès. Mine de rien, ils sont accessibles. Tant mieux, tant mieux. Et grâce à cela, on arrive à avoir des images dans Bonjour d'Algérie et pouvoir aussi les retransmettre grâce à vous, Rahim. Et puis aussi, là, on a pu aussi relever la voix de notre journaliste Halim Yarish aussi. Voilà. En tout cas, une belle visite que vous nous avez offerte aujourd'hui, ce matin, à travers donc la région de Mousmroun, et plus pour comparer cette région aride avec l'intérieur, la région nord aussi, plus au nord. On n'a pas touché aux zones stépiques, on s'est contenté des massifs montagneux, des ressorts. Voilà. Comme on vient de le voir, Tamda, Jbel Shmarikh de Ain Warqa et celui de Touilt Mekna. Belle visite en tout cas que vous avez offert aux téléspectateurs ce matin. Merci beaucoup. On vous laisse repartir. Vous aussi, vous avez un montage ce matin. Donc à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va revenir sur le nord, l'extrémité nord-est du pays, c'est-à-dire la wilaya de Tarf. On aura l'occasion de découvrir des sites nouveaux. Très bien. Merci beaucoup, Rahim. Bonne journée à vous. Merci. Et puis, on reste ensemble, bien sûr, jusqu'à 10 h du matin. On va retrouver nos invités dans un tout petit moment. Regardez. Sur le plateau, nous allons continuer à parler environnement avec nos invités, passionnés aussi d'environnement. Ils ont réalisé un beau projet dans la région. Il s'agit donc de Mourad Messouden. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Vous êtes journaliste, vous travaillez à la radio, chaîne 3, c'est cela? Non, la radio internationale. Oui. Voilà. Vous êtes donc passionné par ce que vous faites. Journaliste aussi. Et passionné par l'environnement. L'environnement et l'art traditionnel surtout. L'art traditionnel. On va en parler tout de suite. Vous êtes accompagné par Salah Hamesh. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bienvenue parmi nous, Marhababik. Vous êtes donc président de l'association touristique Asif Imerten, c'est ça? Voilà. Oui. Vous êtes de la région de Béjaïa? De la région de Béjaïa, oui. Ouais. Et vous êtes aussi passionné par tout ce qui vous entoure. Je suis exploitant d'une auto-école. Oui. Voilà. Et puis ma passion, c'est comme ça, le tourisme, tout ça. Exactement. Ouais. Voilà. Alors vous avez réalisé quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que tout le monde connaît la fameuse cascade de Béjaïa. C'était une cascade assez difficile d'accès, rocailleuse, il y a des rochers, dangereuses aussi. Oui, autrefois, mais je préfère que Salah, celui qui a érigé déjà des passerelles en 2017,
commence. On parle. On Voilà. parle, oui. Ouais, Alors, tout ça. comment est-ce que vous est venue cette idée? Vous étiez tout jeune, vous aviez fréquenté cette région, vous aviez plongé dedans, Ouais. vous êtes bien amusé, il y a de beaux souvenirs. Ouais. Et puis vous avez voulu justement... C'est quand on évoque les souvenirs d'enfance. Oui, Ouais, quand on était tout petit, on fréquentait la rivière, malgré les accès difficiles et parfois dans des endroits comme ça inaccessibles. Mais quand on était jeune, c'était un peu possible. Puis après, quand on va là-bas, on se désaltère et puis on se rafraîchit en été, tout ça, de l'eau Oui. potable, eau de roche, oui. ouais, de vraiment potable. Mhm. Eh ben, après un moment, on grandit, comme on grandit, qu'on ne peut pas escalader, on ne peut pas grimper, les rochers là, les endroits sont accessibles, Oui. inaccessibles. Ouais. Et après, on abandonne, on se retire, Oui. on se retire. Après un moment, vers l'année 2017, ben, ça m'est venu dans la tête, j'ai dit, tiens, je vais aller faire un tour à la rivière. Alors, ça fait 15 ans, 20 ans, je passais pas. Puis après, je dis, tiens, je vais faire un tour. Quand j'étais là-bas, j'ai trouvé des endroits, ça veut dire je suis monté difficilement. Après, quand j'ai vu les bassins, les rochers, et après L'eau claire. Ouais, l'eau claire, potable. Donc, beaucoup de gens n'ont pas d'eau moitié potable à C'est vrai, consommer. c'est vrai. Nous, on se baigne dans de l'eau fraîche, claire, Limpide. des sources au crabe. Oui, C'est tout à vraiment fait. génial, c'est superbe. Et puis après, les accès sont difficiles. Ça m'a venu dans la tête. J'étais sur le point de sortir en vacances avec ma famille. Et puis j'ai dit, tiens, je vais aller en vacances en Tunisie ou dans un autre pays et je vais dépenser une certaine somme d'argent. Pourquoi Je pas sais. faire chez soi? Voilà, pourquoi pas chez moi. Voilà, pourquoi pas. Et puis après, j'ai annulé le voyage. Ma famille l'a accordé, les enfants, ma femme. Elle a dit, bon, c'est pas grave, si vous voulez faire quelque chose pour la région, pour les enfants. J'ai dit, j'ai pitié, j'ai pas envie de voir les enfants comme ça, Oui. monter comme ça. Ils Risquer risquent leur leur peau vie. comme ça, leur vie. Je dis, non, ça me permet pas, j'ai pas envie de sortir. Et vous avez monté votre Ouais. passerelle, vous avez construit. Et voilà, et puis à partir de là, j'ai dit alors, c'est bon, je commence la décision et puis action pour faire quelque chose de bien pour les gens de la région. Voilà. Et comment est-ce que justement vous avez décidé de l'aider, vous aussi, Morad? En fait, après, c'est toute une autre histoire. Moi, je crois que grâce au Covid, donc j'avais un peu plus de temps. Bon, je suis rentré chez moi à Béjaïa, donc on est issus de la même région, à Aït Bouaïssi, plus exactement dans la rivière Imartan. Donc une fois, une image me revient à l'esprit d'un vieux de chez nous qui se rasait la barbe au bord de la rivière. J'ai voulu en quelque sorte revivre cette scène. J'ai pris alors une lame pour me raser la barbe à la rivière Imartan, c'était la canicule chez nous. Arrivé là-bas, je suis tombé sur un groupe de jeunes et j'ai vu, désolé, mais des tas d'ordures au bord de la rivière. Il y avait Et ça vous a fait mal, hein? Ça m'a fait mal, bon. Mais surtout, je ne sais pas, c'était une femme touriste avec son mari qui montrait du doigt ces ordures-là à son mari. J'ai lu le désarroi dans son visage. Du coup, il y avait un petit cousin qui m'a dit, pourquoi pas Morad, on ne nettoie pas un jour? Et ben, je lui ai dit qu'on commence maintenant. Et on a commencé par ramasser les ordures. Ensuite, cette partie-là, on ne parle pas des passerelles de Amissala, mais cette partie de la rivière était aussi inaccessible, difficile d'accès. Donc, on a construit des escaliers qui permettent aux personnes fragiles de pouvoir accéder. De pouvoir accéder, voilà. Ensuite, j'ai vu aussi quelqu'un d'handicapé et un autiste aussi de la région qui est passé tout son temps là-bas à la rivière. Je me suis dit peut-être on est obligé de le protéger de chutes mortelles. Du coup, j'ai pensé à clôturer cette partie du pont routier en construisant des ponts, des garde-corps routiers. Il fallait aussi trouver comment le faire. Donc, j'ai pensé aussi à nos anciennes maisons délabrées. J'ai vu ces poutres autrefois transportées sur les épaules de mes ancêtres. J'ai pensé leur donner une seconde vie en les plaçant tout autour de cette route-là et de la rivière. Et ça a donné finalement une œuvre d'art. Je n'avais rien calculé, tout est venu tout seul.
On a fini par le monter et grâce Voilà, et on surtout. est en train de voir. Oui. Voilà, c'est ça, Voilà, sur voilà, la c'est route. ça. Donc, c'est des magnifique. poutres centenaires Oui. qui ont plus de 115 ans d'existence. Ils sont plus âgés que mon grand-père. Oui, vraiment, Donc, c'est on leur a extraordinaire. donné une seconde vie. Et tout ce Et projet-là, c'est typique à la région. c'est typique à la région. C'est joli. j'en viens. C'est harmonieux. En fait, dans cette œuvre-là, on raconte le parcours de nos vieilles. Mhm. Donc, pour moi, la rivière, c'est une vieille centenaire, illustrée par les poutres. Donc, grâce à l'entraide de nos jeunes, que je salue au passage, ceux qui ont eu le courage de transporter aussi ces poutres sur leurs épaules. C'était loin, on les a cherchés de loin. C'est lourd. C'est très, très lourd même. Donc, c'est une œuvre d'art qui raconte le parcours de nos vieilles, comme je disais, les poutres centenaires. Donc, pour moi, c'est une chaîne autour de cette centenaire. Ouais. C'est une chaîne en argent autour de cette centenaire. Et puis, vous avez ces escaliers qui montent sur le rocher. Comme la vieille est protectrice, donc elle protège les enfants des chutes mortelles, on a décidé encore de lui offrir des boucles d'oreilles. D'accord. Voilà, sur le rocher, vous avez cette baratte, Oui. qui est un élément fédérateur. Il n'y a Voilà, pas c'est très joli, un oui. citoyen de chez nous qui connaît pas la baratte. Voilà, même, ça nous fait penser un peu à Idir, paix à sa belle âme. Ouais, Donc, on a laissé ce petit blanc-là, le petit lait. Oui. Donc, il part de la générosité aussi dans les vieilles. Donc, pour les passagers, ils peuvent toujours avoir un petit quelque chose des mains de la vieille. Oui. S'il n'a pas de petit lait, juste en bas du rocher, on a créé une source qui jaillit du rocher, qui passe par une corne. Pourquoi le choix de la corne? Parce que chez nous, il y a le mont Issik, voilà, qui culmine à plus de 1700 mètres d'altitude, qui est sous forme de corne, comme ça. Donc, on a placé la corne Pour démarquer la région. pour démarquer la région. Voilà. Voilà. En tout cas, une belle initiative qui montre tout l'amour que vous portez pour votre région et puis surtout pour l'intérêt que vous portez aussi à accueillir des touristes. C'est important. Vous pensez d'abord aux personnes de la région. Voilà, c'est la fameuse corne. Voilà, c'est la fameuse corne. Voilà. Très bien. L'eau jaillit du rocher passe par la corne. Voilà. C'est extraordinaire. C'est beau en plus. Hein. Et c'est fait avec amour, tout ce travail, tant d'heures de travaux, des semaines de travaux. 3 semaines de travail acharné, de dur labeur, grâce à la jeunesse de toute la région, je dirais de Tizine Berbère. Et il y avait même d'autres jeunes qu'on ne connaissait pas, des Algérois qui sont venus, nous ont prêté main forte, d'une manière ou d'une autre. Bel élan de solidarité dans ce contexte-là. C'est ça. L'objectif principal de tout ça, c'est de préserver nos valeurs ancestrales, c'est la Tiwizi, c'est de consacrer cet altruisme-là. D'ailleurs, je l'appelle l'altruisme, la rivière de l'altruisme. Oui, c'est un altruiste aussi. Donc, c'est des gens qui travaillent, qui n'attendent rien en retour. Juste, exactement. Bravo à vous. Hein, parce la que protection de l'environnement, voilà. C'est ça. Vous êtes dans la protection de l'environnement, vous êtes jaloux de votre région, vous aimez aussi partager toute cette richesse donc, de l'environnement avec d'autres personnes qui viendraient vers vous dans votre région. En tout cas, la passerelle est impressionnante. Moi aussi, quand j'ai vu les photos, c'est vrai qu'elle est longue, elle est aussi sinueuse comme ça. Solide. Voilà. Solide aussi, surtout sur des poutres. La solidité, bien sûr. Sinon, on ne peut pas laisser les gens passer comme ça à haut risque. Combien de temps vous avez fait? Ils étaient passés à haut risque. Oui. Donc, vous avez mis combien de temps pour construire cette fameuse passerelle? Bon, une première passerelle, elle a été réalisée en août 2017. D'accord. Pendant le mois de congé, je travaille le mois de congé. Oui. C'est-à-dire le congé là, c'est-à-dire mon congé, c'est encore de travailler dur. Bien sûr. Enseigner la conduite, et puis pendant toute l'année, et le 12e mois, travailler fort et dur avec les jeunes, avec tous les jeunes qui s'appellent les jeunes tigres, les pharaons qui transportent, qui mettent tout ça. Exactement. Ça veut dire on a travaillé dur pour passer sûr, si vous voulez dire. Très bien. En tout cas, de belles initiatives que vous menez au sein donc, de cette association touristique. Beaucoup de projets. Vous en avez beaucoup des projets? Oui. Oui, j'ai beaucoup de projets. J'aime bien aussi créer une station de ski. Oui, ça veut dire à l'avenir, pourquoi pas? Parce qu'une petite station de ski, une petite piste de ski, je l'ai déjà faite en 2006. En 2006, comme ça. Il y avait la neige, puis une petite piste qui fait à peu près dans 20 mètres à peu près. Bravo, comme ça. Oui, je l'ai testé comme ça avec les enfants. J'ai fait des spatules de ski. Et ça a marché? C'est en métal.
Oui, mais en tout cas, c'est des initiatives que vous prenez. Et pour, en tout cas... J'aime bien faire ça et j'aime bien qu'on construise des gîtes, des hôtes pour les touristes aussi, des bungalows. C'est en tout cas l'initiative de cette belle association. Et bien sûr, à votre tête, cette association Asif Imartan. Qui veut dire C'est le nom de la région, voilà, Imartan. Très bien. En tout cas, bravo à vous. Merci d'être venu spécialement pour nous dans cette émission, pour rendre hommage à surtout toutes ces personnes qui ont travaillé avec vous pour ce beau projet. Surtout l'équipe des Pharaons, voilà. Je tiens énormément à les remercier. Je tiens à les remercier vivement et chaleureusement. Merci Mourad aussi, Massoudan, vous êtes donc journaliste à la radio internationale. Bon courage, vous aussi, vous êtes un passionné. Aujourd'hui, c'est la journée donc, de la presse nationale. On leur souhaite beaucoup de belles choses, Inch'Allah, à tous les journalistes qui travaillent. On souhaite surtout un bel avenir à la presse nationale. Voilà. Inch'Allah. Merci à vous. Bon courage. On continue. Merci à vous. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à apprécier ces rythmes, cette belle voix donc, de Mahdi de Triana d'Alger. Tu m'as écrit, moi j'ai compris que l'aimais يا بنية وعليك نغني يا غزالي ما تلوميش عليا. Je suis sincère, mon cœur t'appelle يا نور عينيا. خليتي الدمعة تجري على خديا حيرتي بالي يا غزالي. De la presse nationale et surtout l'engagement de tous ces journalistes pour cette noble profession. Pour nous en parler, nous avons deux journalistes, deux aussi enseignantes qui enseignent aussi cette jeune génération qui vont leur transmettre ce savoir. Alors, Amel Badreddine, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication à l'université d'Alger. Exact. C'est cela. Vous êtes accompagnée par Madame Aïcha Boukrissa. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci d'être là également. Vous êtes professeure, enseignante à l'ITFC, c'est cela? Oui, et chercheur aussi. Chercheur. Voilà. Vous avez travaillé aussi pour de nombreux quotidiens. Oui, j'ai débuté avec Alger Actualité 85. J'étais stagiaire et puis après j'ai travaillé une année à Alger Actua Économie aussi. Oui. Puis après, vis-à-vis de ma situation à l'époque, j'avais obtenu le concours de magistère, donc il n'était pas question que je puisse travailler en même temps que d'étudier. C'est très difficile. Alors j'ai fait ma mutation vers la radio. La radio. Alors j'étais journaliste de radio, présentatrice d'information avec une équipe présidée par Abdelkader Rateboub. Et chose qui m'a permis de poursuivre mes études. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'arrête et on s'incline aussi devant tous ces métiers, surtout donc de l'information, de la communication, ces journalistes qui ont si bien jusqu'à présent relayé l'information avec exactitude. Justement, ce métier est très dur parce qu'il faut rester intègre jusqu'au bout. Ben oui, l'intégrité, moi je l'ai appris quand j'étais très très jeune parce qu'il faut savoir que j'ai aimé ce métier avant de l'exercer. Jeune collégienne, quand on nous demandait de faire des rédactions en français ou en langue arabe sur un thème quelconque, occasionnel ou autre, alors je m'aimais être sur l'estrade et m'exprimer sur ce que j'avais envie de dire sur cette thématique-là. S'agissant de l'occasionnel, par exemple l'Aïd ou le Mouloud, on sera bientôt le Mouloud, Inch'Allah.
ou bien d'autres thématiques, les vacances, après le retour après les vacances. Relater des faits. Voilà. Rester dans les traditions. Et j'étais dans cette transmission de ma pensée, j'aimais ça. J'aimais ce processus qui est de transmettre à l'autre ce que je pensais sur un thème quelconque. C'est ce qu'on appelle aussi le journaliste de proximité aujourd'hui. Voilà. Et l'enseignant, quand il me demandait, je me rappelle très très bien de mes enseignants parce qu'ils m'ont marqué. Alors quand on me demandait, on me disait, Aïcha, quand après le bac, qu'est-ce que tu souhaites faire comme formation? Je leur disais journaliste, parce que je me voyais journaliste, reporter, défendre les causes injustes, etc. Et vous vous sentiez justement dans cette peau du journaliste, avec cette lourde tâche de pouvoir relayer l'information avec exactitude. Oui, et c'est drôle, j'étais en train de discuter avec ma collègue et mon ami, c'est drôle qu'avec le recul maintenant, quand j'y pense, je me retourne comme ça pour voir un peu mon enfance et comment je me suis formée. Ça a commencé à un âge très très jeune. Il faut dire que la formation passion est arrivée très tôt. La passion, et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on peut par exemple commencer ce métier-là à un âge très très jeune, c'est-à-dire à revoir notre système de l'éducation. Intégrer tout ce qui est relatif et en rapport, en liaison avec les sciences de l'information et de la communication à un âge très très jeune, c'est-à-dire dans la structure de l'éducation nationale. Et par la suite, vous êtes passé à l'enseignement, vous avez reçu une formation, bien sûr dans ce domaine-là qui a renforcé vos compétences. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu à l'époque une bonne formation, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le métier, l'enseignement du journalisme a changé via les nouvelles technologies. C'est vrai. On va y arriver. Voilà. Donc, mon parcours a été fait de manière professionnelle. Entre parenthèses, bien sûr. Parce que j'ai vécu l'époque où il n'y avait pas les NTIC, les TIC maintenant. Excusez-moi du temps parce que ça a commencé comme ça. Voilà. Technologie de l'information et de la communication. À l'école, c'était l'école de journalisme. Donc, c'était la faculté de journalisme. On formait des journalistes. Mais par la suite, avec les nouvelles technologies, ça ne s'appelle plus le journalisme, mais le journalisme est intégré dans... c'est un métier des sciences de l'information et de la communication. Parce que les sciences de l'information et de la communication, de ces sciences-là découlent d'autres métiers relatifs au journalisme. Et là, aujourd'hui, tout est à craindre. Parce qu'avec les fausses informations qui circulent sur le web aujourd'hui, on en a un petit peu peur. On va continuer à en parler. On donne aussi la parole à Amel Bedrine, voilà, qui elle aussi a fait des études supérieures dans ce domaine-là. Vous avez choisi le journalisme par amour? Oui, je dirais plus les sciences de l'information et de la communication. Je suis penchée plus vers la recherche, c'est-à-dire d'étudier ce qui se passe en journalisme et bien sûr l'évolution du métier, mais surtout la technologie de l'information et de la communication et son impact sur ce métier. Voilà. Aujourd'hui, c'est un impact considérable qu'on peut remarquer avec ce qu'on a pu vivre ces derniers mois, le confinement, le Covid. La Covid est arrivée comme ça. Ça a aussi permis aux journalistes de travailler à distance également? À distance, avec une nouvelle technologie de l'information et de la communication. Ça a permis aussi, je pense, aux téléspectateurs ou au public en général, de s'adapter aussi aux nouvelles technologies, c'est-à-dire de lire son journal via Internet, de regarder la télé via Internet, de télécharger ce qu'on souhaiterait voir plus tard. Donc voilà, tout le comportement en fait a changé avec ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et surtout, relayer l'information exacte. C'est encore une fois, c'est à discuter. C'est beaucoup donc c'est à discuter, de fausses informations qui circulent aujourd'hui. Comment savoir la véracité des faits? Comment savoir que justement ce journaliste a relayé une information juste ou que ça a été transmis par plusieurs personnes? Exactement. En fait, aujourd'hui, toute personne peut être transmetteur, je dirais, d'informations. C'est-à-dire n'importe quelle personne dans la rue, si elle voit quelque chose et qu'elle trouve que c'est important éventuellement, c'est possible. Voilà, c'est possible de prendre une photo, de prendre une vidéo, c'est-à-dire avec preuve à l'appui en quelque sorte. Donc je pense mais aussi que le rôle du journaliste n'a pas changé, mais est devenu beaucoup plus difficile parce qu'il doit déjà vérifier ces informations et les analyser, les mettre dans leur contexte, donc soit politique, économique, socio-culturel, enfin ça dépend des circonstances, ce qui rend le métier en lui-même beaucoup plus difficile actuellement. Beaucoup se disent journalistes parce qu'ils ont cette capacité de relayer et de transmettre l'information via bien sûr les réseaux sociaux, via leurs vidéos, leur téléphone, etc. Et ça devient un danger pour la profession.
Je ne saurais pas dire. Je saurais pas dire, je sais pas. Je dirais plus que c'est une évolution. La professeure peut-être. Voilà. Non, j'ai ri parce que il faut mettre les choses à leur place. Le journalisme, ce n'est pas une fonction, c'est un métier. Et c'est un métier à haut risque. Ça l'a toujours été depuis la nuit des temps. C'est vrai. Donc, pour être journaliste, on n'est pas journaliste, on se forme pour l'être. Donc, quand on se forme, il faut d'abord avoir déjà un cursus qui nous met dans ce contexte de droit et devoir, c'est-à-dire la liberté, la gestion de cette liberté qui dérange tout le monde. Tout à fait. Voilà. Disons que en Algérie, ce qui nous intéresse le plus, c'est que l'évolution de ce métier-là, son départ était bien fait, mais par la suite. Peut-être que les années noires aussi ont eu leur impact sur le retard et le recul. C'est ça. Moi, je parle aussi, pas que du côté humain, mais je parle aussi le matériel. Ce qui fait que nous avons eu un retard. Mais bon, ça va, le retard peut-être... Ça a été rattrapé très Voilà. Mais maintenant, il faut que ce retard se rattrape au niveau des formations. Parce que nous avons besoin d'une pédagogie journalistique, ce qui se fait ailleurs. Parce que le journalisme, c'est un métier universel, c'est pas un métier propre à un pays. Une nation. Voilà, à une nation, un pays. Voilà. Donc, et en même temps, il faut mettre en évidence que les nouvelles technologies, eux, d'abord, quand on parle d'Internet ou de nouvelles technologies, c'est quoi? C'est le système de communication qui a changé en termes de rapidité et de propagation. Et vous savez que l'impact sur le contenu du journalisme se fait de manière grandiose, je dirais. Pourquoi? Parce que le contenu, à la base de notre métier, est l'expression. C'est ça. C'est la transmission. Alors, vous avez touché un petit peu à tout, justement, ces métiers et ces canaux, surtout de diffusion. Vous avez donc la presse écrite, vous avez donc la radio et les médias lourds, donc la télévision, qui a aussi un plus grand impact aujourd'hui. Le web aujourd'hui. Voilà, parce que la télévision, elle a perdu son aspect traditionnel. C'est la télévision numérique. La radio, donc tout a été numérisé. Moi, je dis à mes étudiants, on vit maintenant dans un contexte numérisé, qu'on le veuille ou non. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui nous est demandé? C'est de changer notre conduite vis-à-vis des contenus. On est presque dans la télé-réalité mondiale. Des contenus et des outils. C'est-à-dire, les techniques à la communication dans ces médias-là ne sont plus les mêmes. Il faut les changer, parce que sinon, il y aura pas de contraintes, mais on va avoir de problèmes. À la différence que le journaliste formé doit bien sûr travailler selon des règles bien établies par sa formation, l'éthique par exemple. Aujourd'hui, il est donc régi par une éthique bien sûr de diffusion. Et je vais rajouter encore plus, le journaliste d'hier qui était journaliste, peut-être ses performances étaient grâce au terrain, mais maintenant non, grâce à des compétences qu'il peut et il est demandé à acquérir via les nouveautés des TIC. Exactement. Il faut pas que... C'est-à-dire, si vous voulez, c'est une course contre le temps. Exactement. Parce que l'évolution des TIC ne s'arrête pas. Voilà. Et ça se fait grâce à la recherche. C'est ça. Et ce qui est important, vous avez parlé de la formation, là encore une fois, c'est très important de parler de formation et de spécialisation donc, de la presse et des métiers, bien sûr. Le journaliste doit se former. Vous avez fait une thèse justement dans le domaine du tourisme. Vous avez apprécié ce domaine-là. Vous allez rester dans ce domaine? Je pense, oui. La communication touristique, c'est un domaine de toute manière qui me passionne. Mais par la suite, il y a beaucoup de choses à étudier sur ce terrain, surtout en termes... sujet algérien, c'est-à-dire la promotion. Exactement, la promotion, la communication sur le produit algérien. Voilà, l'enquête aussi. L'enquête aussi qui est importante. Oui, faire des enquêtes dans le domaine touristique également. Le domaine d'investigation n'est pas assez développé chez nous parce qu'il y a aussi des contraintes. Pourquoi? Parce qu'il y a des contraintes via ce qui se passe actuellement. Je parle de manière universelle et aussi nationale. Et en plus, c'est pas ça qui gêne parce qu'un journaliste, je vous ai dit que son métier, c'est de transmettre. C'est la répercussion de cette réalité que l'autre ne peut ne pas chercher. Le citoyen a le droit de savoir, d'être informé et de savoir.
Mais aussi, le journaliste, il a aussi le devoir de se développer, de travailler son travail aussi, qui n'est pas un travail, je vous ai dit, facile. Il est très compliqué de par le côté humain. L'investigation n'est pas facile, on ne peut pas trouver l'information facilement. Donc s'il a choisi d'être dans ces métiers, parce que maintenant on ne parle pas du journalisme, on parle des métiers du journalisme via les sciences de l'information et de la communication. On forme des gens dans l'information et on forme des gens dans la communication qui sont voués à aller dans les deux sens, dans les sens des médias, à savoir la spécialité de ces médias, et le sens de du journalisme, ça peut être un journalisme de presse ou du web, etc. Donc il faut dans la formation, il faut avoir des compétences en fonction de la spécialité. On ne peut pas parler de manière générale quand on parle du journalisme maintenant, parce que ça va dans la spécialité. Voilà. Revenir à la formation spécialisée. Nous avions je vais vous dire une chose pour vous mettre un peu au courant si vous ne le savez pas. Notre faculté, elle fait des efforts. Peut-être qu'il y a des gens qui vont être contre mon opinion. Il y a pas mal d'années, on a créé dans notre faculté une spécialité éduquée aux médias. Donc c'est fait dans ce sens, dans la formation spécialisée pour la presse du web. C'est-à-dire dans la structure du message et aussi dans la transmission de ce message-là. Et ça, c'est dans le sens de responsabiliser ces futurs journalistes qui seront sur le terrain, d'être responsables sur cette liberté qui est belle et bien, mais si elle est bien utilisée aussi. Parce qu'un journaliste, il faut savoir que le journaliste, il a des principes à respecter dans cette liberté, qui est dire quoi, les 6 questions. Dire quoi, comment, où, quand et pourquoi. Il ne faut pas dire n'importe quoi, n'importe qui, et n'importe comment, et à n'importe quel moment, et n'importe où. Exactement. Il faut rappeler aussi que cette date, c'est aussi une date importante pour tous les journalistes algériens. Ce soir, il y aura la remise du prix, le prix du président de la République, donc octroyé aux journalistes qui se sont démarqués à travers des articles, des reportages et bien d'autres, donc qui seront donc récompensés ce soir au Centre international des conférences. C'est bien pour leurs travaux, oui. Et puis aussi, on n'oublie pas qu'il y a un article, l'article 54, qui donc fait la promotion donc, du journaliste aussi là. Oui, mais ça peut poser aussi... maintenant, s'agissant de cet article-là, on a différentes idées, différentes pensées. C'est vrai qu'il y a des gens pour, il y a des gens contre. Ça reste les opinions des uns et des autres, parce que je vous ai dit, la formation le journalisme en tant que tel, comme métier, c'est un métier qui est difficile, qui est compliqué. Ce n'est pas un métier qui ressemble aux autres métiers, médecins, ingénieurs. On ne peut pas dormir tranquille. Voilà. Donc ça peut plaire aux uns et ça peut ne pas plaire aux autres. Mais moi, ce que j'ai à dire, c'est que le journalisme doit être, ne doit être que métier au profit du citoyen et du contexte environnemental. Il ne faut pas qu'il soit un métier d'un parti, d'un autre, d'une institution ou d'une autre. C'est quelqu'un qui cherche les 4 vérités à transmettre au profit de l'environnement. Même l'information, des fois, si je la cherche, je la trouve et que je trouve qu'elle va à l'encontre de l'environnement, c'est-à-dire dans le sens de la destruction, je la garde, je la frigorifie au lieu de détruire. Voilà, en attendant de... Voilà. Pour dénoncer et pour encore une fois faire changer les choses aussi. Voilà, mais il faut qu'on s'entende sur une chose. Le journalisme, c'est un métier noble. Oui. C'est un métier noble. Pourquoi? Parce que c'est un métier qui n'est pas dans l'injure, dans l'injustice, qui ne doit pas l'être. Quel que soit le régime d'un pays. Parce que sinon, ce n'est pas du journalisme. Sinon, ce sera, je vous ai dit tout à l'heure, si on veut entamer un discours sur le journalisme, il faut faire la part des choses. Est-ce qu'on parle du journalisme en tant que fonction? Parce que c'est autre chose. Est-ce qu'on parle du journalisme en tant que métier? Et ça
c'en est une autre. Voilà. Et beaucoup aujourd'hui se sont un petit peu convertis. On va dire aussi rendre hommage aussi aux pères donc de cette profession, ceux qui nous ont quittés récemment. D'ailleurs, Zohir Ihdaden, Allah yarhamou, vous lui avez rendu hommage hier à Exactement. L'université d'Alger 3, en collaboration avec l'association Msha'al Shahid, avait organisé hier une journée justement pour, en hommage en tous les cas à le grand, j'ai envie de dire l'écrivain, l'historien, enfin le professeur, il a toutes les casquettes et tous les titres. Je dirais plus, je disais à mes, son métier aussi avec beaucoup d'intégrité. Je disais à mes étudiants, et je suis responsable de mon opinion, que si les Français disent Pierre Albert c'est le père de la presse française, moi je dis que Ihdaden c'est le père de la presse algérienne. Et depuis 2009, je ne cesse de le dire dans le Cursal pour inculquer ça à mes étudiants, futurs journalistes bien sûr, qu'il démarre de ses principes, de son savoir-faire, pour être dans son savoir-être. Parce qu'il a vécu algérien jusqu'à la moelle épinière en tant que journaliste, puis après académicien. Il n'a pas cessé d'être dans l'écriture, même s'il n'a pas beaucoup publié. Voilà. Non, il a beaucoup publié. Il a beaucoup de mais livres. en tant que journaliste, l'académicien a pris tout son temps, donc il était plus dans l'écriture académique que dans l'écriture journalistique. Tout à fait. Monsieur Brahimi également aussi, on lui rend hommage, un grand monsieur. Oui, alors Brahimi est aussi le fondateur de la première école de journalisme et qui était mon professeur et à qui j'ai rendu hommage en enseignant, je me rappelle en 2012, son module intitulé l'histoire de la presse algérienne, et je l'ai assumé avec c'est en tout honneur parce qu'il m'a fait ce privilège de m'inviter à l'assurer. Il avait quelques petits problèmes oculaires et Brahimi aussi on peut dire qu'il est aussi a marqué. Bien sûr, par son passage. Il a laissé ses empreintes dans ce sens. Voilà. Mais pourquoi Ihdaden, par rapport à moi, à ce que je me suis prononcée, c'est parce qu'il est le plus vieux, le plus, le plus ancien dans ce métier. Le plus ancien. Et il a commencé le journalisme en qualité de militant dans le PPA. C'est-à-dire que le journalisme pour lui a commencé avec la révolution algérienne. Il n'a pas cessé de le faire. Après l'indépendance, il a continué. Il a posé ses armes de militant et il a changé le contexte dans le journalisme. Et puis après, dans l'école de journalisme, quand il était responsable de cette école dans les années 70, il a continué avec ses écrits, avec ses formations. Et moi, je dis, hier, quand on a parlé de lui, je dis, il m'a dit, qu'est-ce que tu penses de lui? Je dis, Ihdaden, c'est moi, et moi, c'est Ihdaden, c'est l'Algérie. Voilà, c'est très beau. Et puis surtout, il a ce livre qui a fait aussi beaucoup parler de lui, Maître al-Ouloum al-I'lam, c'est ça, exactement. C'est Introduction en sciences de l'information et de la communication que tous les étudiants doivent avoir. Exactement, sciences de l'information et de la communication. Sinon, c'est pas de bons journalistes. Ah, pas du tout. Il en a fait des dédicaces en 2012. On l'avait invité parce que dans l'enseignement, on a aujourd'hui avec le LMD le système modulaire, donc le S1, le S2. Alors, il y avait une conférence intitulée Histoire des médias. Alors, on l'a départagé à l'Institut avec notre doyen de l'époque, médias dans le monde, médias en Algérie. Alors, on ne voyait pas entamer le deuxième semestre sans inviter, honorer Ihdaden en donnant cette conférence, au moins introduire les étudiants. Et on lui a permis de faire une dédicace à propos de ses ouvrages. Il y a Tarikh Wasa'il al-I'lam, l'histoire des médias. L'histoire décolonisée du Maghreb, c'est l'avant-dernière édition. Et ça, c'est son dernier livre. En tout cas, Allah yarhamou. Allah yarham aussi. Donc, toutes ces personnes qui ont travaillé pour transmettre l'information. Si vous permettez de dire quelque chose à la fin. On va rendre hommage aussi aux journalistes décédés. Pour lui rendre hommage. Moi, à l'époque, l'idée, elle m'a séduite. Pourquoi? Parce qu'il y avait Tauvéran à Paris qui était aussi professeur et qui assurait ce module-là, Histoire des médias, et qui a été aussi honoré. Et je me suis dit, autant faire une petite, pas fête, mais disons, l'inviter à... Cérémonie. Pas en termes de cérémonie, mais c'était surtout un plaisir, parce que c'est un plaisir d'enseigner pour lui. Alors on l'a invité à donner à présenter sa conférence.
et à faire le dédicace de ces ouvrages et qui sont des fascicules pour les étudiants. Voilà. Eh bien, on va aussi s'incliner à la mémoire de tous nos journalistes qui sont décédés durant la période donc, difficile, bien sûr, du terrorisme. Donc, Allah yarham tous ces journalistes qui nous ont quittés. D'ailleurs, on va voir quelques visages. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, on va pouvoir citer. Voilà, Ismaël Yefsah qui est mort justement un an d'octobre, d'ailleurs. Voilà, ces personnes qui nous ont quittés, qui ont fait un travail extraordinaire, voilà, un noble métier. Les Toufaou, Allah yarhamhum. Ils sont nombreux. Et on ne peut pas les citer tous. Voilà, merci mesdames en tout cas d'avoir été parmi nous pour cette journée tellement belle, tellement importante, celle donc de la liberté. Et bonne fête, parce que ça vous concerne, ça nous concerne tous. Tout à fait, merci. Bonne fête à vous, bonne fête à tous les journalistes qui travaillent de manière intègre surtout, c'est très important. Allez, on vous laisse en compagnie, donc on va se retrouver dans un tout petit moment pour parler donc d'un autre métier, celui de la pêche à la ligne. C'est une autre passion. Je vous invite à suivre ça. On se retrouve juste après. retour sur le plateau, comme je vous l'ai dit, une autre passion, donc celle donc de la pêche à la ligne. Vous pouvez donc tout de suite parler donc de votre passion avec, on va parler de sa passion avec Monsieur Issa Hmeidi. Bonjour Monsieur Issa Hmeidi. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Ça fait quelques années qu'on ne vous a pas vu. Oui, on vous connaît depuis longtemps, vous nous avez donc donné envie de faire de la pêche, on vous a accompagné à nombreuses fois dans votre passion, la pêche à la ligne. Oui, c'est ça? Effectivement. Bon, tout d'abord, je tiens à remercier Canal Algérie pour la énième invitation et particulièrement M. Yazid Hmeidi qui nous accompagne depuis plus de 16 ans. Exactement. Il y en a 2 personnes en Algérie qui ont compris la portée de cette association. Il y a M. Yazid Hmeidi et un certain M. Qassiwi Mohamed. Les autres, comme on dit chez nous, Alors, vous êtes un vrai passionné, vous avez déjà votre tenue donc de pêcheur, vous aimez la mer par-dessus tout, vous avez une très belle photo en arrière-plan où on vous voit avec votre canne à pêche. Oui. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler d'un concours qui vous tient à cœur, un concours qui aura lieu le 21 novembre, n'est-ce pas? Inch'Allah, qui va réunir donc beaucoup de passionnés donc dans la région de Hindefla. C'est ça. En eau douce, effectivement, on s'est toujours penché du côté de la mer, mais aussi il y a des pêcheurs en eau douce. Oui. Là, nous sommes en contact avec les services du ministère de la Pêche. Oui. Certainement, ils vont nous aider comme ils l'ont fait
pour le concours des fonds en 2013. Nous le souhaitons en tout cas. Et là, nous demandons qu'il y ait le plus grand nombre possible de pêcheurs de la région. D'accord. Voilà. Et quelle est la différence entre pêcher en eau douce et pêcher en eau de mer? La différence, vous avez des poissons d'eau douce, c'est tout? Vous avez le poisson d'eau douce. Et puis là, c'est toujours le calme. C'est toujours le calme. C'est pas comme au niveau de la mer qui. Ça dépend des jours. Il y a Exactement. peut y avoir une mer agitée. Exactement. Voilà, et il y a des courants, donc on n'arrive pas à pêcher. Il y a des vents. Bon, comme on dit chez nous, quand il y a le vent d'ouest, c'est bon pour la pêche. Et quand il y a le vent d'est, les bougies disent que c'est le vent des pauvres. Il n'y a pas de poisson. Alors dites-nous, Monsieur Ahmedi, comment est-ce que vous êtes arrivé à la pêche et cette passion donc de la pêche à la ligne? C'est depuis mon très jeune âge, à l'âge de 29 ans, j'ai commencé à pêcher 11 blocs à USND en emmenant le casse-croûte de mon père. Bon, il y avait la mer juste à côté. Et là, j'ai commencé Vous avez été aimer. une passion pour la pêche à la ligne. La mer, c'est ma vie. Oui. Voilà. On le sait. Voilà. Donc, je tiens à saluer notre représentant en France, à Nice, qui est un professionnel de la pêche en eau douce et que nous souhaiterions un de ces jours qu'il soit parmi nous, Inch'Allah. Très bien. Il faut rappeler aussi que vous faites partie de cette confédération donc, des pêcheurs à la ligne au niveau mondial. Oui. En 2011, nous avons demandé les autorisations nécessaires au niveau du ministère de l'Intérieur et on a obtenu les agréments internationaux. Nous avons donc participé au 31e congrès de la Confédération internationale de la pêche sportive. On a fait adhérer notre pays. On était donc le 65e pays là-bas. Bien sûr, tout était à nos frais. Lorsque je me suis renseigné au pied d'un pays arabe qui était présent là-bas, leur prise en charge, c'était la Ligue arabe qui a tout payé, qui a tout pris en charge. Par contre, l'Algérie, nous, on a pris sur nos propres frais. Voilà. Et là, j'ai saisi les autorités concernées. On n'a pas eu de réponse. Peut-être que déjà, par votre présence ici, et surtout l'importance de ce concours qui réunit de véritables passionnés, il y a des filles, des garçons, même les filles s'intéressent aujourd'hui à la pêche à la ligne. Bien sûr, oui, notre troisième école qui va naître incessamment, Inch'Allah. Nous avons déjà 81 élèves inscrits, dont 30 petites filles. Elle se trouve où l'école de pêche à Ain? À Bajara. À Bajara, d'accord. Voilà. Alors, tiens, j'oublie pas. 80 élèves déjà inscrits? 81 élèves, dont 30 petites filles. Il ne faut pas que j'oublie mes pensées à mes amis, notamment M. Khalfi Yassine, qui était un homme très actif parmi nous. On l'a perdu. Alors, parlez aussi de la région d'Ain Defla aussi. Ça va se passer comment ça va s'organiser ce concours? Nous avons une équipe sur place qui est en train de faire les préparatifs. Et donc moi je serai en contact à partir de lundi avec le DPRH de Ain Defla. Et là nous allons faire une feuille de route qu'on va adresser à Monsieur le ministre de la Pêche, Sifroki, qui nous espérons, Inch'Allah, soit à l'écoute et nous donne un bon coup de main. Voilà. Alors les écoles de pêche, c'est quelque chose de très important. Initier la pêche aux jeunes qui devient donc quelque chose d'alternative et leur inculquer cette passion qui devient leur propre passion tout au long de leur vie. Oui. Ils et vont puis apprendre. Après, ça peut prendre aussi une autre forme, c'est la compétition. Hein. Ça Bien devient sûr. une compétition. Nous avons 1622 km de côte. Alors s'il y a un pêcheur par kilomètre, comptez le nombre de pêcheurs qu'il y en a en Algérie. Énorme. Alors, dites-nous comment ça va s'organiser encore pour le concours. Est-ce qu'il va y avoir donc les membres du jury seront combien? Vous ferez partie donc bien sûr, bien sûr. Du jury. Je serai sur place, bien sûr. Ce sera un samedi où les gens seront donc au repos.
Ça commence à quelle heure? Ça va commencer vers le coup de 10 heures parce qu'à partir de 7 heures du matin, ça va être les inscriptions. D'accord. Et Madia, ça va démarrer. Hein. Donc, les 15 premiers, ouvert à tous les passionnés donc, oui, de la région? Oui, les 15 premiers vont être choisis pour participer au championnat national parce qu'on ne va pas s'arrêter là, on va y aller un petit là, on va y aller à l'Est aussi. Et à chaque fois, on fait un concours. On prend les 15 premiers pour participer à un championnat national. Ce sera la même chose pour les pêcheurs en mer. Très bien. Voilà, eh bien, on viendra vous voir, Inch'Allah, avec notre caméra. Merci, vous nous avez ramené de très beaux coquillages. Ça prouve la passion donc, de M. Hmeidi pour la mer. Donc, rapporter des coquillages, en tout cas, c'est un très beau cadeau, hein, parce qu'on adore les belles choses naturelles, nous aussi, dans Bonjour d'Algérie. Merci beaucoup, M. Hmeidi. On est arrivé à la fin. Rapidement, allez-y. Oui. Bon, là, je m'adresse solennellement aux autorités du pays, notamment les conseillers de la présidence, pour libérer les pêcheurs au niveau des ports, qu'on les laisse pêcher. Après une année de confinement, et un IBSF ne sera métrado. Ben voilà, Alors, c'est votre message. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, M. Hmeidi. Inch'Allah, j'espère que votre message passera et on aura l'occasion d'en reparler peut-être lors du concours. Bonne chance pour ce concours. Je vous remercie. Je rappelle que ça sera donc du côté d'Ain Defla. Ne ratez pas cette belle occasion. Si vous êtes vous-même passionné donc, de pêche à la ligne, ça sera en eau douce surtout. Ça sera le 21 novembre et bien sûr, on y sera nous aussi avec notre caméra pour filmer tout cela. Merci beaucoup à vous d'être venus. À très bientôt. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié toutes les thématiques choisies ce matin. Bonne journée à vous tous. Merci à toute l'équipe. Et puis à demain. Bien sûr, il y aura donc Nour Houda Bouzgao demain à partir de 9 h du matin. Bonne journée, à la semaine prochaine. Au revoir. خيي بسفينته ما بقى ناوي ليه يا بحر